Bonsoir tout le monde. Et oui, on a la chance d'avoir trois panélistes avec nous ce soir pour cette table ronde, pour présenter différents points de vue, pour échanger, pour prendre vos questions également. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à leur faire part. Je suis sûre qu'il y aura des échanges intéressants entre les participants également. On va commencer par notre première panéliste, Juliana Barnard. Chacun, le déroulement, c'est que je vais présenter chaque panéliste. Ils vont faire une présentation, une courte présentation. Ensuite, on ouvrira la discussion aux questions. Donc, oui, Juliana Barnard, élue au conseil municipal de Truro, et propose une plateforme axée sur le développement durable. Juliana est également membre fondatrice du Living Earth Council, un organisme environnemental à but non lucratif qui œuvre à Truro. Elle est responsable du développement scolaire et communautaire pour le Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse, le CSAP. Alors, Juliana, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci, Nathalie, pour l'introduction et merci à tous les organisateurs et aux participants et participantes ce soir pour cette nuit des idées qui promet d'être vraiment intéressant. Je vais commencer avec une petite histoire avant d'aller à mes diapos parce que je pensais, pourquoi que je suis ici? J'ai toujours été très impliquée, très activiste et je suis même cofondatrice de cet organisme Living Earth Council ici à Truro pour le développement durable. Mais j'avoue qu'il y a quelques années, j'étais un peu découragée parce qu'on voit dans les nouvelles comment on a des buts pour le climat qu'on devrait atteindre tout le monde ensemble et je voyais qu'on n'avançait pas. Donc, je me demandais comment est-ce qu'on va s'en sortir. Et un jour, je marchais dans mon quartier, il y avait un terrain où des gens lançaient des vidanges et à chaque jour, je passais, puis je grognais, pas encore. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose. Donc, j'ai pris un sac, j'ai ramassé les vidanges et j'ai continué à le faire pour un couple de semaines et tout à coup, il n'y en avait plus. Et ça fait comme un déclic pour me réactiver parce que j'ai vu le pouvoir de mes gestes. Et donc, je me suis dit, je vais faire une chose à chaque jour, même si c'est petit pour la planète. Et finalement, ça m'a amené à me présenter pour le conseil municipal avec l'encouragement de mes amis. Et là, je suis encore plus motivée et encouragée parce que je vois ce que toutes les municipalités au Canada et dans le monde sont en train de faire pour vraiment faire face à ce défi. Donc, c'est ça que je veux partager avec vous ce soir. Donc, je vais partager mon écran si je suis capable de maîtriser la technologie. Et voilà. Donc, en premier lieu, les gouvernements municipaux contrôlent ou influencent 50% des sources des gaz à effet de serre au Canada. Et les municipalités, ça fait des années, des décennies qu'ils travaillent ensemble pour mettre en œuvre des mesures pratiques pour réduire les gaz à effet de serre et construire vraiment des communautés équitables et écologiques. Voici, on voit une carte de partenaires pour la protection du climat. Il y a 400 membres des municipalités partout au Canada qui participent dans les 13 provinces et territoires. Ça représente environ 70% de la population canadienne. Truro vient de voter, notre conseil a voté pour devenir membre de ce réseau. Et chaque membre doit faire élaborer un plan pour réduire les gaz à effet de serre de façon réelle. Donc, il faut faire l'inventaire et décider ce qu'on va faire et faire des projets pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est
Un premier devoir pour tout le monde ici ce soir, c'est vous pouvez visiter le site de Partenaires pour la protection du climat et voir si votre municipalité est membre et sinon, peut-être appeler vos conseillers et conseillères municipaux pour qu'ils deviennent membres du PCP. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau municipal? Il y a tellement de choses, c'est vraiment vaste et varié ce qu'on peut faire au niveau municipal pour vraiment bâtir un avenir écologique en équilibre avec la planète. Par exemple, si on pense juste à l'énergie, on a des bâtiments, l'hôtel de ville, les arénas, les bureaux, le poste de police, la caserne de pompiers, etc. Ces bâtiments peuvent être sujets à une rénovation énergétique qui réduit leur consommation d'énergie en premier lieu. Et ensuite, on peut installer des technologies d'énergie renouvelables. Le plan municipal peut aussi inclure des politiques qui encouragent ou qui exigent de l'efficacité énergétique et de l'énergie renouvelable pour de nouvelles constructions. Les municipalités achètent des véhicules, donc elles peuvent transitionner vers l'achat de véhicules électriques ou hybrides et l'installation de bornes de rechargement disponibles aussi au public. Et une des grandes questions de nos jours, c'est comment adapter le transport en commun à nos municipalités rurales. Toutes sortes de possibilités se présentent et ont besoin de l'implication des citoyens et des citoyennes. Il y a l'aménagement des espaces verts dans les villes pour éviter des îlots de chaleur et absorber le dioxyde de carbone, plantation d'arbres, jardins communautaires, marchés locaux, le transport actif, pistes cyclables, projets d'énergie renouvelable locale, et la planification et de l'utilisation des terres qui facilite la création de quartiers accueillants, accessibles et favorisant le déplacement à pied. Les municipalités ont également la responsabilité de mettre en place des mesures d'adaptation climatique. Donc, par exemple, protection des inondations, renforcement et maintien des infrastructures pour résister aux conditions météorologiques extrêmes. Et tout ça, si les citoyens sont impliqués, ça va mieux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire, les résidents, les résidentes des municipalités? Vous pouvez jouer un rôle vraiment actif. En premier lieu, peut-être aller voir le site web de votre municipalité et voir qu'est-ce que votre municipalité fait déjà, qui sont les conseillers, conseillères, le maire, etc. Et appelez-nous. Demandez-nous qu'est-ce qu'on fait si on a un plan pour le climat et sinon, comment vous pouvez contribuer à en faire un. Et utiliser des ressources qui ont été développées pour des municipalités pour créer des questions que vous pouvez poser à vos conseillères, conseillers. Aussi, peut-être s'il n'y a pas un organisme pour faire face au changement climatique dans votre municipalité, vous pouvez en former un. Il fait toujours bon d'être avec d'autres personnes qui sont intéressées. Et aussi chercher les leaders jeunes et autochtones parce que souvent, eux, ils sont vraiment à la fine pointe de ce qu'il faut faire pour faire face au changement climatique. Et aussi, en dernier lieu, parler de ce que vous êtes en train d'apprendre et qu'est-ce que vous pouvez faire. Et aussi, pourquoi pas vous présenter pour dans les élections, les prochaines élections, c'est pas si loin. Donc, nous vivons vraiment, moi je suis très encouragée, je trouve qu'on vit dans un moment clé où nous avons tout ce qu'il nous faut pour construire et reconstruire ensemble, de contribuer aux solutions climatiques tout en créant des communautés inclusives où il fait bon vivre. Donc, allons-y. Merci. Merci bien, Juliana. Vous-même, vous avez passé à l'action en vous présentant au conseil municipal. Alors, merci pour cette présentation. On passe ensuite à Tina Northrup, qui est avocate employée pour la East Coast Environmental Law Association, un organisme de bienfaisance qui fournit des services d'intérêt public en matière de droit de l'environnement sur l'ensemble du Canada atlantique. Alors, Tina, la parole à vous est à vous. The floor is yours. Thank you very much, and thank you to all of the Merci beaucoup et merci aux organisateurs. J'aimerais commencer à dire que je me sens très privilégiée d'être ici sur cette conversation sur l'environnement. Merci beaucoup de le rendre possible.
J'ai quelques remarques que j'aimerais dire. Ce sont sur l'organisation, le travail que j'ai fait. Il me semble que ça va exprimer les perspectives que moi j'ai sur le thème de reconstruire ensemble. Alors, l'ESCOS est un organisme de bienfaisance en droit de l'environnement qui fournit des services de droit de l'environnement d'intérêt public dans tout le Canada atlantique. Nous sommes un cabinet d'avocats, mais pas les genres de cabinet d'avocats que beaucoup de gens imaginent lorsqu'ils pensent aux avocats et à la profession juridique. La majeure partie de notre travail se situe dans le domaine de la vulgarisation juridique et du renforcement des capacités communautaires. Nous essayons de rendre les lois environnementales et les processus juridiques plus accessibles. On essaye de faire plus facile et facile à comprendre pour que les individus et les groupes communautaires et les autres organisations non gouvernementales puissent naviguer plus efficacement dans les lois, alors qu'ils plaident pour la justice environnementale et climatique. Nous plaidons également directement pour la justice environnementale et climatique en soutenant les communautés qui ont besoin de notre aide et en fournissant des recherches, des analyses et des plaidoyers. La défense de la réforme du droit est une partie importante de notre travail parce qu'en tant qu'avocat pratiquant, les droits de l'environnement d'intérêt public, nous savons qu'il y a bien des écarts. Le système juridique qui existe aujourd'hui au Canada ne fonctionne pas pour favoriser une société durable, où tous les gens peuvent profiter d'un air non pollué, le sol ou l'écosystème naturel. Alors, nos habiletés juridiques nous aident pour voir qu'est-ce que ça ne fonctionne pas dans la loi et des façons de rendre nos vies meilleures. Alors, bien que je travaille sur de nombreuses questions différentes dans le cadre de mon travail quotidien, mes domaines d'intérêt particuliers sont les droits autochtones et les lois liées à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Ces domaines de pratique couvrent de nombreux types de questions et d'initiatives, et ça veut dire que mon travail porte sur les lois fédérales, les lois provinciales et territoriales, les lois municipales, les common law, qui est les droits qui émergent des générations de prise de décision par les tribunaux. Aussi, les lois autochtones, qui comprennent les lois traditionnelles des nations autochtones, aussi les lois contemporaines, et les droits internationaux, qui est les droits qui émergent et régissent les relations entre les États-nations du monde entier. Alors, East Coast Environmental Law explore un service de renseignement que les particuliers, les groupes communautaires et les organisations de tout le Canada atlantique peuvent utiliser pour nous poser des questions sur les droits de l'environnement. Dernièrement, j'ai constaté un grand intérêt du grand public pour les droits municipaux et les pouvoirs dont disposent les gouvernements municipaux pour établir des protections environnementales, résister la pollution et faire face à l'urgence climatique. Ce que je vois, j'entends, c'est que les gens veulent en savoir plus sur la façon dont les communautés peuvent se rassembler pour agir au niveau local. Des fois, parce qu'ils veulent sentir qu'ils font leur partie et aussi une petite partie dans tout, et des fois parce qu'ils ils ont la sensation qu'au niveau fédéral et provincial, ils ne font pas assez ou se négligent à regarder les injustices et rien ne se fait. Ce soir, alors que nous discutons et réfléchissons au travail de reconstruire ensemble face à l'urgence climatique, je sais que de nombreux auditeurs se demanderont qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour agir sur le problème. Il existe de nombreuses approches parmi lesquelles choisir et de nombreux types différents de plaidoyers et d'engagements sont possibles. De mon point de vue, pour ceux qui commencent toujours à réfléchir à l'aspect juridique des choses et qui ne savent pas par où commencer, un bon point de départ consiste à la recherche des opportunités de participer à la prise de décision environnementale. De nombreuses décisions environnementales prises par le gouvernement fédéral peuvent être faites seulement quand les membres du public ont été consultés. Et plusieurs des plans municipaux, ça requiert la consultation publique aussi. Une autre façon facile de s'engager, c'est de supporter des campagnes de défense pour la réforme. Ils ont besoin d'entendre que le public, ils vont l'entendre. Franchement, la vérité, c'est que des fois, ça prend beaucoup de pression publique. Je sais que plusieurs membres du public qui sont engagés, qui sont des processus qui sont par le gouvernement, qui appellent des réformes et qui vont vers la rue pour changer. Ils se sentent que leurs voix ne sont pas entendues. Il se semble si l'activisme, ça importe.
as they look at what is happening around Alors us. qu'ils regardent ce qui se passe autour de nous et qui réfléchissent à quel point peu de progrès ont été faits après des années de reconnaissance par la communauté internationale de la crise climatique. Je reste confiante, par contre, que nos actions pourraient reconstituer ce qui doit changer. Et s'ils le font le plus, on va pouvoir comprendre ou espérer que les changements vont avoir lieu. Alors, merci, Tina. J'ai entendu parler de votre organisation, mais c'est bien de vous entendre expliquer ce qu'ils font et ce que vous faites. C'est remarquable. Directeur des relations publiques de Michelin Canada, responsable des affaires gouvernementales en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Et il est, depuis 2019, en charge du groupe de la mobilité durable à travers le projet Moving On, ainsi que du commerce international. Il représente les enjeux de l'entreprise, notamment le développement de nouveaux secteurs comme l'hydrogène au Canada. Bonsoir, Antoine Sautenay. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. D'abord, permettez-moi de remercier l'Institut français et puis également le consulat et monsieur le consul pour cette contribution à cette magnifique soirée de la Lune des idées qui est vraiment un croisement des savoirs. On l'a entendu également avec Juliana et Tina, donc très heureux d'être là. Et je crois que l'idée, c'est vraiment de partager un regard d'un acteur économique, d'un acteur en plus industriel sur cette question du changement climatique. Et disons-le d'emblée, il y a un point central, c'est que les entreprises comme Michelin ont une responsabilité extrêmement importante sur les questions de changement climatique. Ce n'est pas qu'une question d'État, ce n'est pas qu'une question de ville ou de citoyens, mais il faut savoir que le secteur du transport représente plus de 40% des émissions de CO2. Et donc, c'est un élément central. Et au fond, ces questions de changement climatique, mais plus fondamentalement de soutenabilité, c'est une question de survie pour un acteur économique comme Michelin. Et l'idée ici, c'est de vous montrer qu'est-ce que ça veut dire concrètement la lutte contre le changement climatique lorsqu'on est un acteur industriel qui est impliqué dans un secteur qui est par ailleurs émetteur d'émissions de CO2. Donc c'est ça un petit peu l'idée, puis de vous montrer un petit peu ce que l'on fait dans notre secteur et plus largement. Alors je vais partager mon écran avec vous. J'arrive, je pense que ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que oui. Je crois que l'élément clé que vous ayez en tête au départ pour un groupe comme Michelin, vous le savez, Michelin est très présent en Nouvelle-Écosse, dans les provinces atlantiques et en Nouvelle-Écosse en particulier, avec 3 sites industriels, mais il faut bien comprendre que nous avons besoin d'une vision, d'une stratégie pour un groupe comme Michelin. C'est 120 000 employés dans le monde, nous sommes présents dans 170 pays, et l'idée derrière, c'est que au-delà des engagements, et j'y viendrai, c'est la vision qui est la nôtre, qui est tout ce que on entreprend en termes d'activité économique au sein du groupe Michelin doit être durable. Et on l'a mis en perspective à travers ce petit schéma que vous voyez sur le cello, qui est, on ne peut, la notion de développement durable, elle s'articule autour du profit, parce que finalement, on ne peut rien faire sans dégager de l'activité économique et de la croissance, surtout de l'activité économique, mais aussi les personnes. On doit promouvoir, on doit épanouir les personnes, et la planète, on doit pouvoir être en capacité d'améliorer, d'avoir une sobriété dans les ressources qui sont utilisées. Donc, c'est vraiment cet équilibre entre les 3 dimensions, entre personne, profit et planète, qui permet la soutenabilité de notre activité, sa pérennité dans le temps. Et ça se traduit par des engagements très concrets en matière de lutte contre le changement climatique, avec une réduction des émissions de CO2, évidemment de nos usines. On a pour ambition d'être neutre sur le plan carbone en 2050. Ça demande une réduction drastique de 50% de nos émissions de CO2 en matière d'empreinte industrielle pour nos usines, y compris en Nouvelle-Écosse. Planned into, including in Nova Scotia, we are producing tires, and really 80%
of our emission is not the plant, it is the tires themselves. So Michelin wants to massively invest en sorte que nous améliorions l'efficacité énergétique dans les pneumatiques et en investissant dans plein de domaines pour avoir des matériaux durables dans les pneumatiques. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très clé pour Michelin, mais ça va bien au-delà. Et pour tous les projets maintenant, et c'est le point 2 que vous voyez sur le slide, on met un prix carbone pour tous les projets internes. Et lorsqu'on veut lancer un projet, nous mettons un prix carbone. Si ce n'est pas efficace sur le plan de la soutenabilité, alors nous ne lançons plus de projet en interne. Et puis le troisième point que vous avez évoqué, Nathalie, c'est la question de l'inspiration. Et effectivement, Michelin a créé un forum, un écosystème sur la mobilité durable. Et on essaie d'explorer finalement l'intérêt général et surtout de mettre tout le monde autour de la table. Parce qu'au fond, il y a un point central, et je pense qu'on y reviendra dans le débat, c'est qu'une entreprise, une ville, un État, personne seul ne peut faire face aux défis du changement climatique. Et l'objet de Moving On, c'est vraiment de mettre ensemble tous les acteurs pour trouver des solutions concrètes et améliorer le quotidien et lutter contre le changement climatique. Et vous avez là des éléments de ce que nous faisons très concrètement au Canada. Vous avez là notre empreinte industrielle avec 4000 employés. Nous avons 3 usines en Nouvelle-Écosse et on essaye de développer. Alors, on a diminué notre empreinte carbone avec une réduction de nos émissions de CO2 en Nouvelle-Écosse, mais on essaye également de développer d'autres champs, notamment la question hydrogène. Juliana a parlé de la mobilité électrique. On croit aussi beaucoup à la mobilité hydrogène pour le futur, notamment pour le transport lourd. Donc, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ au maximum pour travailler sur tous les domaines de mobilité durable et faire avancer la question climatique. Alors, je vais fermer, je pense, voilà, mon écran. Évidemment, disponible pour toutes les questions. Merci bien, Antoine Sautenay. Je crois que ce que j'aimerais faire maintenant, c'est donner la chance aux panélistes entre eux de se poser des questions parce que ce serait peut-être un bon point de départ pour démarrer la discussion. Alors, Antoine, Tina, Juliana, si vous avez des questions pour les autres, je vous invite à les poser. J'en profite, hein. Je peux commencer. J'ai le plaisir d'être entouré de femmes, ce qui est rare et ce qui est très bien. Peut-être une question pour Juliana, pour l'action municipale. Vous avez décrit ce qu'il était possible de faire, par exemple d'avoir des flottes de véhicules électriques. Comment vous voyez l'action municipale? Vous le voyez comme un élément d'opportunité, comme un élément de contrainte? Quel est le rôle pour vous de l'action municipale dans l'accompagnement de la transition écologique, parce que c'est ça effectivement dont on parle, c'est au fond un changement de paradigme, un changement de modèle dont on parle. Comment vous voyez demain l'action des villes sur ce sujet-là? C'est une question vraiment intéressante et je vais dire que je pense que je suis en apprentissage sur la question parce que je suis élue depuis juste 1 an et quelques mois. Mais ce que je vois dans des villes partout au monde, c'est qu'ils prennent vraiment un rôle d'inspiration, de leadership. Moi, je vois ça comme amenons les gens ensemble vers des possibilités, mais on va tous explorer des possibilités ensemble. Il n'y a personne qui va dicter ce qu'il faut faire. Il faut vraiment découvrir ensemble ce qu'on peut faire. Et je pense que l'implication comme des industries, des commerces, des citoyens est très importante parce que tout le monde a quelque chose à contribuer. Si on le fait comme toi tu as dit, si on ne le fait pas ensemble, on n'arrivera pas. Donc, je pense que c'est vraiment un rôle de convoquer, de rassembler et ensemble, on va découvrir. Tout à fait. Merci, Juliana. Et Antoine. Autre question, Tina, do you have anything to bring up? I don't have an immediate question. Je n'ai pas une question immédiatement, ça va revenir, je suis sûr, alors que la conversation roule, ça va me revenir, mais pas à ce moment. Soit Tina, soit Antoine. Moi, j'ai beaucoup de questions. Je vais peut-être commencer avec une question pour Tina au sujet de l'intersection des lois au niveau des municipalités, provinces et fédérales. Comment est-ce que les gens, en général, peuvent savoir où aller essayer de faire des changements? Comme
pour le commun des mortels, comment est-ce qu'on se débrouille pour, pour voir où est-ce qu'il faut faire des changements dans les politiques et les lois? Well, that's a great question. C'est une excellente question. La réponse courte, c'est que c'est souvent différent d'un cas à l'autre, dépendamment de la question qu'on aborde, parce que les intersections entre les pouvoirs municipaux, provinciaux et fédéraux changent dépendamment de la question dont on débat. Alors souvent, je l'ai mentionné dans mes commentaires que nous avons un service pour répondre à ces questions et si une personne ou un groupe ou quiconque nous écoute ce soir ont une question à savoir où militer, quel palier de gouvernement a vraiment le contrôle ou de la réduction sur une question particulière, on peut vous aider. On nous pose souvent ces questions-là et souvent nous-mêmes, on doit faire des recherches pour y répondre. C'est souvent pas clair immédiatement, mais je vais continuer sur la réponse que vous avez donnée à la question d'Antoine. Le rôle des municipalités sur cette question est très important. Les municipalités, comme vous le savez, peuvent contrôler beaucoup de choses qui ont un impact sur les changements climatiques, comme les immeubles et les pouvoirs municipaux de contrôler la façon dont les immeubles sont construits est souvent limité par l'autorité provinciale. Alors, les villes doivent travailler avec les provinces pour pouvoir obtenir plus de pouvoir dans la façon dont ils gèrent les développements immobiliers sur leur territoire. Une question d'un jeune, en fait, un Oui, élève avec... d'une école francophone qui a posé une question durant un atelier du Discovery Center cette semaine. On entendait Adam Brown parler de ses ateliers avec les jeunes. André, en 8e année, se demande, est-ce que la COVID a eu un effet sur le changement climatique? Selon vos perspectives, bien sûr, Juliana, Tina, Antoine. Je peux commencer si vous le voulez. Oui. Ou Juliana, je t'en prie. Ben, moi, je pense qu'il y a certaines choses qu'on a pu constater pendant le COVID. Entre autres, on a vu les photos des villes dans le monde qui sont normalement très polluées, où pour la première fois, les gens voyaient les montagnes lointaines ou les buildings qui étaient à côté de chez eux, les canals en Venise qui étaient clairs, puis on voyait des poissons. Donc, je pense une leçon qu'on peut tirer de la pandémie, c'est que oui, on a un impact sur l'environnement et qu'on est aussi capable de changer notre impact. Espérons que ce soit par des moyens moins désastreux. Mais on a ce pouvoir-là. Donc, je pense que ça, c'est peut-être, COVID n'a pas changé les changements climatiques dans ce sens-là, mais on a appris une leçon importante, je crois. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a appris de COVID. Peut-être pour compléter ce que tu dis, Julien, c'est qu'effectivement, pendant le Covid, on a réduit de 5% les émissions de CO2. Sauf que ce dont on se rend compte, c'est qu'il faudrait réduire de 5% les émissions de CO2 sur le plan global chaque année pour les 20 prochaines années pour être dans les limites qui ont été fixées par l'accord de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment se retrousser les manches collectivement pour être en capacité de ne pas être soumis évidemment à ces contraintes sanitaires terribles pour tous, mais de faire un effort collectif similaire à ce qu'on a pu observer pendant la période du Covid en termes d'émissions de CO2. On l'a vu sur le transport d'avion, par exemple, même sur tous les modes de transport. Donc, ça signifie fondamentalement, ce que ça montre, je crois, c'est le besoin d'action collective plus immédiate. Et c'est vrai qu'on peut être un peu déçu aujourd'hui de la COP26 à Glasgow, mais je crois que c'est vraiment cette action de tous les acteurs dont on a besoin et surtout aussi de transformation de modèles autour de
d'une notion plus forte de sobriété et puis de besoin, de mieux comprendre nos besoins et pas uniquement nos désirs. C'est peut-être des choses aussi comme ça qu'on doit apprendre. Et Tina, quelque chose à ajouter là-dessus? No, I would just say I couldn't agree more. Je rajoute, je ne peux pas être plus d'accord. On a vu des réductions d'émissions alors que beaucoup d'entre nous ne pouvaient plus faire toutes les choses qu'on faisait et qui produisaient des émissions, mais je pense que c'est temporaire. Je suis d'accord aussi avec Antoine. Je pense que la leçon dont on doit tirer de tout ça, c'est on voit la façon dont partout au monde, les gens se sont rassemblés pour faire face à une crise majeure. Et je pense que la leçon à apprendre, c'est qu'on a besoin de la même mobilisation, le même travail collectif. Et on peut le faire. On s'est prouvé qu'on le fait. Si on reconnaît les défis devant nous, on peut leur faire face. Si vous avez des questions à faire part à nos invités, nos panélistes, le chat aux côtés là, de vos écrans, vous pouvez tout simplement entrer vos questions là. Cette prochaine question vient de Martin Théberge, il est président de la Chambre de commerce francophone. Il dit, il vous remercie les panélistes et il ajoute que dans la communauté francophone en Nouvelle-Écosse, les entreprises sont souvent des micro-entreprises, c'est-à-dire des entrepreneurs uniques ou des entreprises avec seulement 1 ou 2 employés. Ce sont des entrepreneurs plutôt. Ces entrepreneurs disent souvent qu'il y a un coût important associé aux produits ou aux procédés carboneutres ou avec un effet positif sur l'environnement. Alors, il veut connaître vos opinions à cet effet. Je peux commencer peut-être pour répondre à cette question, Nathalie. Je crois qu'il y a deux éléments importants. On a parlé du rôle des municipalités. Je crois que l'action publique doit aussi accompagner ces entrepreneurs dès lors qu'il y a des projets qui sont carboneutres et surtout qu'il y a des innovations derrière. Et c'est vrai que ce sont des contraintes parfois pour les entrepreneurs, mais il faut que ces contraintes soient transformées en opportunités économiques. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce sont des entrepreneurs et là, les entreprises d'une taille plus importante, comme Michelin par exemple en Nouvelle-Écosse, ont un rôle à jouer. Ont un rôle parce qu'il y a un effet d'entraînement à ce que des entreprises de petite taille ou de taille moyenne puissent travailler avec des entreprises de plus grande taille et ça va dans les deux sens. Et il y a un effet d'entraînement lorsqu'on réfléchit à l'ensemble de la chaîne de valeur. Il ne faut pas hésiter à prendre contact, à prendre attache avec des entreprises de plus grande taille et aussi des centres de recherche. Donc, il y a tout un écosystème sur lequel il faudrait être en capacité de s'appuyer dans les provinces atlantiques, en Nouvelle-Écosse, pour faire en sorte que cette question de la neutralité carbone ne soit pas une contrainte. En réalité, je crois, moi, fondamentalement, qu'on ne peut plus concevoir un modèle économique, un modèle d'affaires, sans avoir comme élément cardinal cette question du développement durable. Donc, on ne va pas avoir le choix, en fait, d'autres choix en termes de survie économique que d'avoir cela en présupposé, en précondition pour monter une affaire ou une entreprise. Comment intéresser davantage les entreprises et même les entreprises les plus polluantes? Comment les faire embarquer dans tout ça? Je peux toujours répondre, mais je peux aussi les faire à Juliana et Tina parce que je crois qu'il y a des dimensions aussi juridiques. Je crois que moi, je crois beaucoup à la question du partenariat entre le public et le privé. On peut avancer que si on est en capacité d'avoir un partenariat public et privé. Et quelque part, un partenariat public-privé est commun parce qu'on parle de commun, là, finalement. La question du changement climatique, c'est un commun à tous les citoyens. Et donc, on peut intéresser les entreprises si on est en capacité d'avoir des projets qui les impliquent. Et donc, ça veut dire très concrètement, on le fait nous par exemple sur les questions de mobilité durable dans les villes. Je travaille avec la ville de Montréal pour essayer de travailler au réaménagement de l'espace urbain. Comment on imagine des espaces d'autopartage, de véhicules partagés. Et ça fonctionne en mettant, et c'est des petites entreprises qui travaillent sur des modèles économiques, mais ça fonctionne parce qu'il y a une volonté de la ville d'agir
avec une idée de soutenabilité derrière, et parce qu'il y a un écosystème qui est mis en place avec des petites entreprises, des associations. Bref, c'est vraiment cette idée-là communautaire d'écosystème qui permet d'avancer, en tout cas dans les projets qu'on suit de mobilité durable dans les villes. Intéressant comme choix de terme écosystème, mais c'est tout à fait vrai. Juliana et Tina, je voulais vous donner la chance de réagir à propos de la question de Martin Théberge sur les micro-entreprises, comment elles peuvent faire, comment elles peuvent s'adapter. Tina, veux-tu aller ou... Oh, sorry. I think I would say that this is probably. Je dirais que ce n'est pas vraiment à l'intérieur de mon champ d'activité et j'adopterai un peu ce que Antoine disait, mais il y a des opportunités où il y a des programmes gouvernementaux. Certains peuvent toucher à la loi, peut-être des régimes réglementaires, mais il y a des façons de voir comment le gouvernement peut soutenir ces initiatives et de travailler avec les gouvernements pour que ça se produise. Parce qu'une des choses qu'on veut dire quand on parle des obligations du gouvernement, des obligations de faire face à l'urgence climatique, on parle toujours d'une transition juste, de s'assurer que les personnes sont en mesure de gagner leur vie et d'avoir une qualité de vie acceptable. Alors, on doit penser à l'économie, on doit penser à ces choses, mais on peut le faire ensemble. Et potentiellement, il y a sûrement des façons où le gouvernement peut voter des lois, faire des cadres réglementaires et qui pourraient soutenir le genre de compagnie dont on veut qu'on veut voir prospérer sous le thème de la durabilité. Et j'enchaînerais juste ajouter un mouvement intéressant dans le monde, c'est les villes circulaires. Donc, il y a tout ce qui est l'économie circulaire, qui pour moi était un concept totalement inconnu il y a un couple d'années. Et maintenant, je suis en train de découvrir que c'est ça un peu le lien manquant des fois, parce que notre économie dépend de l'extraction, création de produits et vidange. Mais il y a une autre façon de faire. Tu peux créer des choses pour les réutiliser, recycler, même l'énergie, tous les produits, on peut faire ça. Les villes peuvent encore une fois être leaders, puis travailler avec les commerces, les micro-entreprises, les grandes entreprises, les citoyens pour développer ces cadres-là qui vont permettre à tout le monde, comme Tina a dit, de bien vivre finalement. Si je peux, Nathalie, rebondir sur ce que tu évoques, Juliana, parce que je crois que c'est un point important. Moi, je crois beaucoup à la circularité de l'économie. Je pense que c'est un point essentiel aussi pour toutes les activités économiques. Et si je prends l'exemple de Michelin, en fait, c'est le levier le plus puissant et c'est le plus grand défi des années à venir. En fait, on s'est engagé pour 2050 d'avoir 100%, vous imaginez 100% de matériaux durables dans les pneus, dans ces trucs ronds et noirs, 100% de matériaux durables et recyclables. C'est un défi extraordinaire parce que ça demande beaucoup d'innovation et beaucoup de micro-entreprises, justement. Beaucoup de micro-entreprises qui innovent. Donc, on travaille avec une micro-entreprise à Montréal, par exemple, au Québec, qui fait du recyclage de déchets plastiques et qui les transforme en matériaux durables, en biomasse, qui sont réutilisés dans les pneumatiques. Et cette logique de circularité qui va dans la sobriété au départ, dans le design des produits, jusqu'au recyclage et à la réutilisation. And the full recycling of air. Le système soutenable à terme. Encore une fois, Antoine, vous m'épatez avec vos jeux de mots et vos terminologies parce que les roues, elles sont rondes, ce sont des cercles. Bravo. C'est vrai. J'aimerais juste
poser une question à Juliana par rapport au... just got that, Tina. Merci, thank you au service de traduction simultanée. Thank you to our interpreters tonight. Juliana, je pense aux municipalités, aux petites municipalités. La plupart d'entre nous vivons dans une plus grande ville, mais les petites municipalités, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Ça serait peut-être une chose qu'une communauté rurale, par exemple, peut faire. Mais je pense vraiment toutes les municipalités, même petites, ont besoin de faire un plan de réduction de gaz à effet de serre et d'action climatique. C'est vrai que pour les petites municipalités, c'est vraiment différent. Heureusement, il y a des organismes au niveau national qui nous aident, comme la Fédération canadienne des municipalités a publié un guide pour les communautés rurales et les petites communautés pour l'action climatique, parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses que les grandes villes. Donc, je pense que c'est vraiment la base. Et ensuite, des choses concrètes, comme à Truro, on est en train de rénover nos bâtiments municipaux pour que ça soit énergétiquement plus durable. On est en train de regarder toutes sortes de possibilités en termes d'énergie renouvelable, pistes cyclables, etc. Donc, des fois, dans des petites villes, c'est quand même faisable aussi de faire peut-être plus rapidement, des fois, des choses qui vont améliorer les conditions. Donc, je pense que c'est vraiment avoir un plan puis communiquer avec d'autres municipalités pour collaborer. Merci, Juliana. Tina, I have a question for you. I'll ask it in English just for Alors, variety. Tina, j'ai une question pour vous. Je vais la poser en anglais. Alors, à quel point est-ce difficile de la réforme légale? C'est une bonne question. C'est très difficile, c'est très complexe. C'est certainement de mon côté de la clôture. Je pense que les réformes légales, il y a un aspect légal évidemment, mais c'est aussi politique, inhéremment politique. Vous avez beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'idées et qui demandent au gouvernement de voter une loi qui magiquement va faire l'affaire à tous. Alors, vous voyez, c'est difficile, évidemment. Alors, dans le travail que nous faisons, les lois qu'on voudrait vraiment voir n'existent pas présentement dans les provinces atlantiques. Alors, on voudrait, par exemple, les provinces reconnaître que vivre dans un environnement sain est un droit. Le Québec a voté ces lois et l'Ontario a voté ce genre de loi de façon différente, mais on voudrait aussi, nous, dans les provinces atlantiques, voir les mêmes lois, mais on ne voit pas tout à fait la volonté politique de le faire. On pense que les gouvernements doivent refondre certaines lois et d'en chasser dans une loi le processus. Les organisations environnementales, les organisations de justice sociale et les gouvernements autochtones vont exprimer leurs besoins dans leur communauté et veulent que leur communauté soit protégée. Mais souvent, les industries qui vont proposer des grands projets qui vont faire l'objet de ce processus d'adoption et qu'ils ne veulent pas que ces processus d'approbation soient trop complexes. Alors, on a ici des intérêts qui se confrontent et le gouvernement essaie de se positionner et de créer une loi qui pourrait être acceptable à toutes les parties.
Et on a des résultats qui diffèrent beaucoup d'une fois à l'autre. Yeah, thank you. I'm just wondering if there's a change of attitudes. Je me demande s'il y a un changement d'attitude qui ça requiert la façon de changer sa façon de penser. Est-ce que vous voyez que ça pourrait arriver à partir des discussions pour d'amplifier dans les dernières années? Est-ce que vous voyez que ça découle dans le monde légal? En partie, oui. Je pense que le niveau de dialogue public et les discussions sur ces sujets sont plus de ce que j'ai jamais vu. On s'en souviendrait tous sur la crise climatique il y a plusieurs années. Et puis les manifestations, ça n'avait jamais eu lieu dans le passé. Alors oui, c'est un changement. On essaie de voir des changements dans le système légal et changements aussi dans le système légal et ça le reflète. Une partie de la difficulté, et je ne veux pas être cynique, une partie de la difficulté, c'est qu'on voit encore en ce moment, les gouvernements vont parler de ce qu'ils comprennent de l'urgence climatique. Et oui, ils vont utiliser dans leur vocabulaire l'action des changements climatiques, mais en fait, on ne voit pas vraiment les mouvements pratiques sur le terrain ou quelles seront les actions qui vont adresser cette urgence. Alors maintenant, c'est la nouvelle façon de nier qu'il y a un problème de changement climatique. Alors, ils disent qu'ils font quelque chose, mais dans la vérité, ils ne font pas. Ah oui, on est en ce moment dans cette position, malheureusement. J'ai des questions que j'avais écrites. Oui, je crois que vous aviez évoqué ça, Juliana et Tina, un peu plus tôt, à propos des intersections politiques où les politiques municipales, provinciales, nationales se rencontrent. Comment naviguer tout ça? Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai appris, je suis très, très étonnée de tout ce que je ne savais pas à propos des gouvernements municipaux avant d'être élu. Et je pense qu'on a besoin de remédier ça dans notre société. Je ne sais pas comment exactement. Donc, une chose que j'ai apprise, c'est que les municipalités, comme Tina a dit, on a nos propres chartes, mais on a aussi la loi, le Municipal Government Act en Nouvelle-Écosse qui gouverne toutes les 49 municipalités. Donc, des fois, on est très limité. Donc, c'est intéressant, je trouve, cette idée de... Puis, je sais qu'il y a probablement des changements qui vont venir en Nouvelle-Écosse. Donc, participer à ça, je pense que ça va être vraiment important pour nous, mais aussi pour les citoyens et citoyennes de dire qu'est-ce qu'on veut que nos municipalités puissent décider sans que le papa province te donne la permission. En même temps, je trouve avec tellement de municipalités, c'est important qu'il y ait cette cohérence entre tous et toutes. Des lois provinciales, c'est très important pour gérer toutes sortes d'affaires, des ressources, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et aussi, j'ai appris un phénomène qui s'appelle comme quand tu joues au tag, not it, comme oh non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Donc, je pense que ça va être intéressant d'essayer de ne pas faire ça, puis de voir comment on peut collaborer pour le bien de tout le monde. Peut-être que je peux réagir, Nathalie, sur ce que tu viens de dire, Juliana. Je crois beaucoup à l'action des villes. Tu avais mentionné dans ta présentation C40, qui est, en fait, les villes deviennent un nouvel acteur dans le champ des relations internationales. On l'a vu pendant la COP26 et c'est absolument
fondamentale. Et peut-être que la question de l'articulation entre les villes, les provinces, l'État, c'est aussi sur la fixation des règles, parce qu'au fond, ce qui importe, c'est les cibles, et notamment pour les États, c'est de fixer les cibles ambitieuses. Donc, c'est de fixer le quoi. Sur le comment, sur fixer le comment, et je crois que c'est davantage le rôle des entreprises ou des actions municipales. Mais avoir des cibles ambitieuses, je crois que c'est ça qu'on demande en termes de ligne directrice pour le futur, et c'est à nous d'agir quotidiennement pour les atteindre. On a une question, c'est Robert-Yves Mazerolle qui va prendre la parole maintenant, poser sa question in vivo, live, en personne. Alors, si vous voulez bien, Robert-Yves. Bonsoir tout le monde. Merci aux panélistes. Merci Nathalie. Ma question est pour Juliana. Juliana, tu t'es impliquée en politique municipale, ça fait environ un an et demi. Et évidemment, tu arrives avec ton angle très axé sur l'environnement et tout ça. Comment ça se passe au niveau de la dynamique dans votre conseil municipal? Parce que j'imagine peut-être qu'il y a d'autres conseillers municipaux qui n'ont pas la même vision. Est-ce qu'il y a une résistance ou comment ça se passe la dynamique à votre conseil? En fait, c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve on est arrivé à un moment où, quand on parle de la nécessité d'agir sur le climat, il n'y a pas il y a pas beaucoup de personnes qui vont dire non. Sur notre conseil, on parle de ça et tout le monde appuie, comme les partenaires pour la protection du climat. Ça nous prend un plan énergétique. Vraiment, moi, je ne vois pas de résistance vraiment là pour ça, je dois dire. OK, merci. Je pense que c'est une bonne nouvelle. C'est ça, j'imagine que bon, c'est comme ça et chez vous, ça fonctionne bien de ce côté-là, mais dans d'autres conseils municipaux, j'imagine qu'il pourrait avoir une dynamique différente, dépendamment de qui a été élu au conseil d'administration. Oui. Oui, je pense qu'il y a différents points de vue, comme dans des discussions avec d'autres conseillers et conseillères municipaux ailleurs. J'ai pu voir qu'il y a d'autres conseils où c'est pas que tout le monde est d'accord, mais je pense que il y a beaucoup plus de gens qui parlent des changements climatiques et de l'action climatique que ce qu'il y avait avant. Donc, il y a vraiment un changement. Bon, notre question, c'est si, par exemple, tu parlais tout à l'heure d'économie circulaire et d'initiatives pour réduire les GES. Est-ce que, par exemple, on regarde le budget municipal, est-ce que ça coûte plus cher d'être plus environnemental ou c'est neutre ou est-ce qu'on économise? En fait, il y a beaucoup d'économies à faire. Encore là, c'est la planification et comment tu le fais. Mais par exemple, à Truro, les retrofits qu'on fait, les rénovations énergétiques, on va sauver beaucoup d'argent. Ça va payer le coût que ça prend pour faire le travail, ça va être payé dans très peu de temps. Donc, ça, c'est un exemple. Aussi, avec les déchets, comme les déchets, c'est cher à gérer. Donc, moins qu'on a des déchets, puis plus qu'on peut les utiliser pour faire d'autres produits, ça va contribuer à l'économie comme des petites entreprises, des grandes entreprises, et aussi réduire les coûts pour les municipalités de mettre ça dans des camions puis trouver une place pour le mettre. Donc, ça, c'est juste un couple d'exemples. Donc, j'imagine qu'il y a des décisions de dépenses de capital amorties sur un nombre d'années, mais qui, à la fin, se recoupent sur un certain nombre d'années. Donc, OK, c'est intéressant. Merci. Merci. Merci, Robert-Yves. Antoine, peut-être une question pour vous. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises, de grandes entreprises qui se penchent sur les conséquences environnementales? Est-ce que c'est une question d'argent?
Non, la question que je pose peut-être, est-ce que c'est vraiment le cas? C'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est-à-dire que quand on regarde des entreprises, beaucoup s'engagent. Après, quelle est la réalité des engagements et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Il y a parfois un écart entre les discours et puis la réalité des actions. Je crois que ça dépend beaucoup des secteurs. Notamment, on le voit bien, on a parlé finalement au fil de cette discussion au fond de la fin des énergies fossiles. Donc, quand on est un acteur dans le domaine du pétrole, etc., bon, on peut prendre tous les engagements du monde. Il y a un moment donné où il y a quand même des questions qui vont se poser de changement de modèle économique et d'activité. On le voit avec des groupes comme Total, par exemple, en France, qui ont très longtemps ont eu du mal à admettre la réalité du changement climatique pour des raisons économiques. Donc, il y a ce volet-là, effectivement. Donc, je crois que ça dépend beaucoup des secteurs. Et d'ailleurs, Total a investi massivement dans les énergies renouvelables. Je crois qu'il y a la nécessité de travailler vraiment main dans la main avec les gouvernements. C'est ce que nous enseigne, je crois, aussi la COP26, parce que et tous ces grands sommets internationaux, on voit que c'est compliqué de mettre en œuvre des engagements. Il y a aussi beaucoup de grandes entreprises qui sont dans des pays qui n'ont pas pris d'engagement aussi ambitieux que le Canada ou des acteurs ou des pays matures ou des pays développés. Il y a cette question-là qui se pose aussi. Donc, le changement viendra aussi sans doute par une capacité de mobiliser les grands États pollueurs que sont aujourd'hui la Chine, l'Inde, et qu'il faut également engager plus largement. Et c'est dans ces pays-là aussi qu'un certain nombre de multinationales sont et où des engagements doivent être véritablement tenus et on doit avoir une vision sur ce qui est fait concrètement par ces entreprises. Bon, j'ai vu que Diane Kenny a levé la main. Ensuite, Robert Yves a levé la main également. Je passais à vous, Diane. On ne vous entend pas. Merci. Merci, Nathalie. Bonsoir Voilà. tout le monde. Question for Tina. Tina, as a former policy specialist. En tant qu'une spécialiste de gouvernement de politique, je dirais que les législations sont des instruments clairs. Est-ce que c'est difficile de créer de lois qui vont faire exactement ce qu'on veut qu'elles fassent? Aussi, tu as beaucoup de raisons quand tu dis que c'est un système complexe et c'est l'intersection entre le politique et les acteurs politiques. Alors, on doit penser que qu'est-ce qu'il devrait arriver pour que les comportements individuels deviennent collectifs, pour que les gens fassent quelque chose de différent. On entend beaucoup des gens qui ont le pouvoir dans leur poche. Alors, en changeant leur comportement, peuvent en fait créer les changements. Mais la chose, les gens doivent comprendre que pour qu'il y ait un changement de comportement, c'est à partir de l'éducation. Et sur la compréhension, de recueillir l'information. Comment? Et ça, c'est quelque chose. Tout le monde, c'est que comment on peut vraiment profiter de l'éducation, comment on peut justement donner la connaissance, the information that's required for people to Qu'on actually... requiert pour les personnes pour qu'elles soient capables de changer ces comportements. L'autre chose que moi, je m'aurais signalé à Tina, c'est que je suis très intéressée par ces lois que vous aimeriez mettre en place, que le public a le droit de protéger l'environnement. Et il me semble que c'est très progressiste. Moi, j'aimerais parler plus en profondeur. Mais si vous pouvez me parler un peu sur l'éducation. Des idées, Tina aussi, et puis Antoine. Voilà. Merci, Nathalie. Merci. Thank you for those comments, Diane.
I will speak to the Merci pour education. votre commentaire. Je vais parler de l'éducation, mais je vais prendre un moment et parler de votre premier commentaire sur l'action individuelle. Et ce que ça veut dire dans le contexte du droit, qui est parfois là un bâton ou un objet contondant qui est difficile aussi à mettre en place. Je crois que l'action individuelle est importante. Et cette conscience collective et le projet collectif du monde dans lequel on veut vivre ensemble et des changements qu'on doit faire, mais il y a une limite à ce que l'action individuelle peut accomplir comparé aux changements qui sont implantés par les gouvernements. Si vous vivez dans une grande ville, il y a des petites choses faciles à accomplir comme marcher dans vos déplacements ou être plus attentif à ce que vous achetez, la provenance des produits que vous achetez. Il y a plusieurs communautés au Canada qui utilisent le diesel pour produire l'électricité, par exemple, ou dans des milieux ruraux où ils n'ont pas le choix de prendre un véhicule pour faire leurs emplettes. Et c'est vraiment pour ces personnes, on a besoin d'avoir des projets d'infrastructure pour sortir de l'économie basée sur les énergies fossiles. Il faut repenser à la façon dont nos communautés fonctionnent. On est une société extractive. On extrait des carburants pour se chauffer, pour se déplacer, et ça ne changera pas tant et aussi longtemps que le gouvernement ne se mobilise pas pour changer ces structures. Mais sur l'éducation, je suis d'accord, c'est une bonne partie du travail qu'on fait. On essaie d'avoir toutes sortes de programmes éducatifs. On produit des documents, on ouvre des ateliers, on est toujours ouvert aux nouvelles idées pour connecter avec des collectivités, des groupes qui veulent en savoir plus. Alors, si vous avez des idées, ça me ferait plaisir de les entendre. On est toujours à l'affût de nouvelles idées pour voir comment rejoindre les communautés. Juliana et Antoine ont peut-être aussi des idées là-dessus. Ça me ferait plaisir de vous parler hors ligne avec vous des droits environnementaux. Canada est un des rares pays qui n'ont pas ces cadres réglementaires et ces lois. Alors, on est vraiment en retard là-dessus. C'est beau de voir et de vous entendre parler de collaboration, de discussion, de continuer la discussion. C'est ça le but de la Nuit des idées, dans le fond. Et un grand message que je retiens jusqu'à date, c'est que l'union fait la force, que ce soit pour exercer des pressions ou pour que les entreprises s'associent pour être plus créatives ou trouver des solutions, trouver des moyens. Je crois que cet esprit de collaboration est au centre de bien des solutions. On a le temps, on commence vers la fin, on approche la fin de cette Nuit des idées, tant pour pas beaucoup d'autres questions. Alors, si vous voulez en poser, c'est le moment de l'écrire ou de lever la main. Et Robert-Yves Masserol, vous aviez levé la main. Peut-être allumer votre micro. Oui, parfait, merci. La question est cette fois-ci pour Antoine. Je me rappelle l'année passée ou l'année d'avant avoir vu passer sur Facebook ce projet d'un navire très avant-gardiste de Michelin avec toute une forme propulsée au solaire apparemment et qui servirait à transporter du matériel, des pneus, j'imagine, ou peut-être d'autres matériels. Mais pouvez-vous en discuter, nous expliquer un peu, donner un peu d'informations sur ce projet-là?
C'est très drôle, Robert-Yves, parce que c'est exactement ce que je voulais évoquer. En fait, c'est un projet et ça rejoint la question de l'éducation de Diane, parce que je crois que en ayant des enfants, puis j'étais prof aussi de mon côté et fils d'enseignant, on a besoin d'exemples concrets, en fait, pour motiver aussi la jeune génération. Et c'est un très beau projet. Alors, c'est pas un projet solaire, hein. C'est un projet qui est très, très drôle. C'est un projet d'ailes gonflables. Donc, en fait, c'est des ailes comme un avion, sauf que c'est mis dans l'autre sens. Ce sont des ailes gonflables. L'entreprise s'appelle Wizamo. Ce sont des ailes gonflables qu'on peut piloter et qui sont rétractables. Et en fait, on utilise le vent pour réduire de 20 à 30 les émissions de CO2 des navires. Et on va lancer ce projet-là, le projet donc Wizamo d'ailes gonflables qui va diminuer les émissions de CO2 pour le transport des marchandises. On va le lancer en haute mer dans quelques mois avec la compagnie maritime nantaise en France. Vous savez qu'on va faire Nantes-Halifax et donc on va avoir ces nouvelles ailes gonflables et ça vient de ce qu'on savait faire Michelin dans les matériaux et donc on a construit cette aile gonflable pour réduire les émissions de CO2 dans le transport maritime. Et je peux vous dire que quand j'ai parlé de ça à ma fille qui a 14 ans, c'est ça qui l'a marqué. En fait, c'est ça qui l'a intéressé parce qu'elle s'est dit, tiens, voilà des choses concrètes qui peuvent changer. Et là, c'est Michelin, ça peut être beaucoup, beaucoup d'entreprises. Il y a plein de solutions, mais voilà des choses très concrètes qui peuvent permettre de voir autrement ce sujet du changement climatique. Et d'ailleurs, Tina a soulevé un sujet, c'est aussi comment on préserve la justice sociale. Donc, il y a plein de questions aussi autour de l'éducation qui se posent. Oui, si tu peux enchaîner rapidement pour l'éducation, je crois qu'il y a tellement d'opportunités. Puis une des opportunités, c'est comme tu dis, Nathalie, ce soir, on se parle et j'ai réalisé combien de fois qu'on est avec des personnes et on ne mentionne pas les changements climatiques parce que c'est comme pas poli. Mais moi, j'ai commencé à en parler et je trouve que ça fait une différence. Puis là, c'est comme ça qu'on va apprendre ensemble puis avancer ensemble. Puis les jeunes sont très au courant, ils veulent en apprendre plus. Puis surtout, comme Antoine dit, ils veulent apprendre des solutions puis ce qu'eux peuvent faire. Donc, je pense qu'on a parlé ce soir de nombreuses choses que les jeunes peuvent faire. Puis j'encouragerais tout le monde qui est avec des jeunes en famille, éducation, amis, de les encourager à s'impliquer dans ces actions-là. Oui, d'ailleurs, il y a eu un commentaire, Susan, qui a dit qu'elle aimait bien les commentaires exprimés, que comment aborder la situation urgente du climat est importante et comment passer à l'action. Je crois que vous avez chacun offert un petit peu de quelques suggestions, mais peut-être un dernier tour de piste, ce qui serait surtout important de retenir par rapport à l'action des gens, de monsieur, madame, tout le monde, des jeunes, par exemple, aussi. Bon, moi, je vais me lancer. Appelez vos conseillers et conseillères municipales et développer une relation avec votre gouvernement et avec d'autres personnes dans votre communauté. Formez un petit groupe. Puis pour les jeunes, n'arrêtez pas d'en parler puis de nous pousser. C'est incroyable la différence que les jeunes ont déjà faite et je pense que vous ne le savez pas. Mais ça fait une différence quand les jeunes parlent, puis les jeunes apportent des idées, puis donc continuez. Ça serait mon mot. Peut-être si je peux continuer. Merci Julina et puis Nathalie. On a beaucoup parlé d'écosystème, donc je crois vraiment que c'est important d'être tous ensemble. Et il y a un mot aussi important, c'est la question de la sobriété. Je crois aussi qu'on n'aura guère d'autres choix que de consommer moins, que de consommer autrement, que d'avoir finalement une autre vision aussi, même y compris philosophique, de qu'est-ce que ça veut dire la connexion entre l'homme et l'environnement. Donc il y a ces questions-là qui sont fondamentales et qu'il faut introduire aussi plus fondamentalement dans l'éducation de nos enfants, qui font qu'on sera aussi plus respectueux parce qu'on a eu cette éducation-là. Et ça passe aussi par plus de sobriété, d'être plus sobre dans notre manière de vivre. En fait, oui, si je peux faire du pouce sur ça, quelqu'un vient de dire, de commenter, pourquoi pas consommer moins, en plus de en parlant des petites choses qu'on peut faire, consommer moins en tant qu'individu, c'est un point de départ.
Tina, anything to add about or anything to... Quelque chose à ajouter, Tina? J'ajouterais à ce que Juliana a dit, je suis d'accord avec ce qu'Antoine a mentionné. Juliana disait appeler vos conseillers municipaux, parler au gouvernement, et je suis d'accord. Et en ce faisant, si vous avez de la difficulté à comprendre ce qui se passe, probablement que vos élus vont se retrouver devant des barrières parce qu'ils n'ont pas les pouvoirs de faire ce qu'ils aimeraient faire, ce que vous voudriez les voir faire. Alors, appelez-nous. Notre organisation et d'autres organisations sont là pour vous aider. Beaucoup d'entre nous, moi-même inclus, avant d'étudier en droit, on ne pensait pas beaucoup aux structures juridiques qui parfois créent des barrières pour les gouvernements qui voudraient poser des gestes concrets. On peut vous aider à naviguer ces préoccupations juridiques et ces questions légales difficiles. Alors, je pense que c'est tout. Juliana Barnard for taking part, pour prendre part à cette table ronde, cette discussion fort intéressante, fort enrichissante. Merci pour vos points de vue et merci à tous ceux qui étaient présents virtuellement pour vos questions et commentaires. Je crois que je repasse le micro à Arthur. Je réceptionne le micro, Nathalie. Merci beaucoup. Bonne soirée. Un grand merci à toutes et tous pour ce moment d'échange, de discussion fort passionnant. Et je suis sûr que ça nous fera réfléchir et j'espère que ça nous forcera à agir prochainement. Je tiens à remercier plus particulièrement Chloé Solas du Consulat général de France dans les provinces atlantiques, à Daria Koncharova et Adam Brown du Discovery Center, Alex Chéry et Rebecca Mackenzie Hopkins du musée de l'immigration du Quai 21. Et bien évidemment, à vous aussi, merci Nathalie pour la modération de cette table ronde. Ça a été vraiment un plaisir de travailler avec vous et d'organiser cette nuit des idées à Halifax. Et merci à vous, derrière vos écrans, d'avoir été acteurs aussi de cette table ronde. Donc merci tout le monde. Et maintenant, c'est à nous de jouer, à nous d'être les ambassadeurs de cette cause environnementale, d'agir pour le futur. Donc merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt.